On va finir cette première journée par la dernière intervention. Donc, Monsieur Christophe Tapia, directeur commercial de la société Sunny Asset Management, qui va nous évoquer alors, deux sujets différents. Le premier qui était indiqué dans le sommaire de la journée, qui est les alternatives aux fonds en euros pour les contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation. Vous savez tous que les rendements de ces fonds ont tendance à baisser depuis plusieurs années et sont maintenant entre 1 et 2%. Et cette alternative est également une solution intéressante en matière de trésorerie stable d'entreprise pour toutes celles et ceux qui ont de la trésorerie sur leur société d'exercice libéral ou société holding. Il y a là des solutions intéressantes pour investir et rémunérer cette trésorerie sans prise de risque inconsidérée. Voilà. Bravo, merci. C'est une bonne introduction, Grégory. Bon, c'est moi qui suis chargé d'abréger vos souffrances. La journée a été longue, m'a-t-on dit. Alors là, c'est un sujet en plus. On va parler de finance, on va parler de réglementation, on va parler de trucs assez rébarbatifs. Donc on va essayer de le faire de façon assez ludique, sinon on va passer une mauvaise fin de journée. Alors moi j'ai eu la chance de créer cette société de gestion en 2008. Et en fait notre idée quand on crée une société de gestion, alors on va rentrer un peu dans le détail des méandres de ce qu'on fait, ce qu'on met dans nos produits, comment ça se passe, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de performance. Enfin, il y a plein de sujets qu'on va évoquer. Mais en fait, quand on a décidé de créer cette société de gestion, c'est tout d'abord d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire que la réglementation dont tout le monde se plaint, alors ça vaut pour tous les métiers, bien évidemment, hein, la réglementation dont tout le monde se plaint, parfois permet certaines opportunités. Et dans notre cas, évidemment, sans l'évolution réglementaire européenne sur la législation chez les assureurs, on n'aurait jamais créé cette société de gestion. Alors, pour faire simple, Grégory l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que le placement préféré des Français, depuis toujours, c'est le fonds en euros des contrats d'assurance vie. Ça a été un placement formidable. Alors ce placement, il va être un peu moins formidable, il aura toujours quelques avantages, mais il sera un peu moins formidable. Le vrai intérêt, évidemment, de ce placement, c'est que c'était un produit totalement garanti, donc c'était assez fantastique, parce que l'épargnant français, il aime bien la garantie en capital, c'est quelque chose sur lequel il est plutôt très à l'aise. Et ce placement garanti, il a connu une évolution majeure. C'était en mars 2009, parce qu'en mars 2009, en fait, la réglementation a changé pour les assureurs. Alors, là, je vais vous parler uniquement de la partie financière, hein, sur la partie des assureurs, mais la réglementation, elle a totalement changé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour vous donner quelques repères, en mars 2009, le régulateur européen a décidé de changer la règle de la gestion financière des compagnies d'assurance, mais pas que, mais aussi de la gestion du compte client des compagnies d'assurance, de la gestion de la communication des compagnies d'assurance, de la gestion juridique des compagnies d'assurance. Donc, globalement, pour l'ensemble des assureurs, ça a été une révolution totale. Et donc, cette règle, elle s'appelle Solvency II. Alors c'est une règle un peu barbare, hein, bien évidemment, mais vous allez voir qu'elle permet de comprendre aisément pourquoi les rendements des fonds en euros n'ont fait que baisser depuis maintenant 2009. Alors la première raison, vous allez voir, qui est assez simple à comprendre, c'est que les gérants des compagnies d'assurance ne sont pas devenus tout d'un coup mauvais gestionnaires, ils n'ont pas tout d'un coup fait les mauvais choix, mais tout simplement on les a obligés à travailler de manière différente. Et donc, de fait, dans notre métier de gestion d'actifs, quand on nous oblige à faire des choses, quand on nous contraint, mais ça vaut pour tous les métiers, hein, c'est assez facile à comprendre et assez intuitif, plus vous avez de contraintes, plus c'est difficile effectivement de faire des choses un petit peu différentes. Et donc, de fait, l'ensemble des assureurs se sont habitués à ces contraintes-là, mais vous allez voir que ces contraintes-là, bien évidemment, elles entraînent des rendements qui sont plus faibles maintenant, qui sont plus faibles pour longtemps. Et donc, de fait, ça oblige alors l'épargnant, le conseiller en gestion de patrimoine, l'assureur à repenser l'utilisation de ce fameux fonds en euros. Alors pour vous donner quelques repères chiffrés, c'est assez intéressant. Le fonds en euros en France aujourd'hui c'est 1300 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Sur l'assurance vie globale c'est 1580 milliards d'euros. Donc globalement il y a 1300 milliards d'euros sur du fonds en euros et 280 pauvres petits milliards d'euros qui se baladent sur des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers ou autres. Donc une pondération qui est assez spécifique. Ce qu'il faut aussi avoir en tête qui est relativement important, c'est que le fonds en euros il n'existe que chez nous. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une incongruité financière, économique, assurantielle qui n'existe qu'en France. Alors souvent on a des particularités chez nous, là on en a une, et vous allez voir c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir comment les épargnants à l'étranger y font sans le fonds en euros. Alors l'épargnant français il a toujours un peu peur, il se dit mince, on avait un truc fantastique, comment ont dû faire les autres? Vous allez voir, les autres ils sont pas plus bêtes que nous, hein, parfois même un petit peu différents, mais en tout cas ils ont trouvé des solutions pour faire ça. Alors après, le fait de dire le fonds en euros ne fait que baisser, c'est une fatalité. Alors certes c'est une fatalité, mais avant de dire il baisse, on peut rien faire, l'idée c'est de comprendre pourquoi ça baisse et d'essayer de vous l'expliquer. Alors
c'est le résumé de 700 pages en 2 pages. Donc, on a essayé de faire le plus court possible. Donc, vous allez voir, normalement, ça devrait être assez simple. Vous allez bien comprendre. Alors, globalement, il y a 2 règles. Il y a une règle avant le 1er janvier 2016 et une règle après le 1er janvier 2016. Pour faire simple, avant le 1er janvier 2016, ça s'appelait Solvency 1. Solvency 1, personne n'en a jamais entendu parler parce que tout allait très bien et quand ça va bien, la réglementation, on s'en fout parce qu'au bout du compte, ça fonctionne, on ne se pose pas de questions et tout va très bien. En revanche, quand ça se complexifie, bien évidemment, on a besoin de comprendre, d'essayer de savoir ce qui se passe. Alors en fait, pour faire simple, avant le 1er janvier 2016, la règle, elle était assez simple. Quand vous apportiez en tant qu'épargnant 100 € de production à un assureur sur le fonds en euros de la compagnie d'assurance, le gérant de fonds euros, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait acheter des actions, des obligations d'État, des obligations privées, de l'immobilier, des produits structurés, tout type de produits financiers éligibles à la réglementation en France. Et donc, de fait, l'assureur, il choisissait le produit ou la classe d'actifs qui semblait la mieux adaptée à l'évolution économique dans laquelle on se trouvait et des différents paramètres économiques dans lesquels on était. Et ça a toujours très bien fonctionné. La seule contrainte qu'avait l'assureur à ce moment-là, c'est qu'en face, c'est technologique en plus, fantastique. En face des 100 € que vous apportiez, l'assureur, il devait mettre de côté, donc l'équivalent de 4%, donc 4 €. C'est ce qu'on appelait la marge de solvabilité, et c'est assez facile à comprendre. La marge de solvabilité, elle servait à quoi? Elle servait à solvabiliser l'investissement du client. Et ça a toujours fonctionné de cette manière-là. Et puis donc en mars 2009, le régulateur européen dit finalement Solvency 1, j'aime plus. On va faire un Solvency 2. Et Solvency 2, ça va être quoi? Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. C'est que finalement, on va faire varier cette marge de solvabilité et donc, de fait, par capillarité, les besoins de fonds propres des compagnies d'assurance. Concrètement, ça ressemble à quoi? Depuis le 1er janvier 2016, si le gérant de fonds euros achète ou décide d'acheter dans son fonds en euros des actions européennes ou des actions japonaises, chinoises, américaines, peu importe, toujours sur la base de 100 € investis, là où ça lui coûtait 4% de fonds propres avant, aujourd'hui, ça va lui coûter entre 40 et 50% de fonds propres. Alors évidemment, intuitivement, on se rend bien compte que d'un point de vue comptable, la charge et le poids de l'investissement action dans le fonds en euros pour la compagnie d'assurance, c'est évidemment très important. Alors bien évidemment, là on parle de 100 €, mais rappelez-vous du chiffre du départ. Le fonds en euros en France aujourd'hui, c'est 1300 milliards d'euros. Donc ces chiffres-là, ils sont à imputer pas sur la nouvelle collecte à compter du 1er janvier 2016, mais sur l'ensemble du stock détenu. Donc de fait, quand les assureurs ont vu cette première règle, ils se sont dit, bon, certes c'est un peu violent, parce que ça nécessite des besoins de fonds propres très importants, mais au bout du compte, quand on regarde comment est construit historiquement un fonds en euros, la poche action pouvait représenter 10, 15% pour les fonds euros les plus agressifs, pour les gérants les plus agressifs, mais ce n'était pas ce qui faisait la majorité du positionnement et de la composition d'un fonds en euros. Donc les assureurs se sont dit, bon, c'est pas très grave. En plus, comme les assureurs étaient investis sur des très grandes capitalisations boursières, la capacité à vendre ces titres finalement pour diminuer cette poche action et avoir moins de besoins de fonds propres, c'était assez confortable à faire, donc ils étaient assez à l'aise avec ça. Sur le deuxième élément, qui est la partie immobilière, là où ça coûtait 4 € de fonds propres avant sur 100 investis, là maintenant ça va coûter 25. C'est à peu près 6,5 fois plus. Alors, sur l'immobilier, ça pose une autre contrainte. Autant sur les actions, c'est assez facile. On peut réduire assez facilement du jour au lendemain. On peut vendre ses actions, Total, Air France, Apple, Amazon, ce que vous voulez. C'est assez liquide et on arrive à très facilement trouver la liquidité en face de ça. Intuitivement, on se rend bien compte que sur l'immobilier, c'est pas si simple. De vendre un immeuble de bureau, de vendre un immeuble d'habitation, de vendre des actifs bien plus importants et par définition bien moins liquides, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Donc là, les assureurs sont un peu embêtés, se sont dit, bon, c'est un peu embêtant, mais de nouveau, quand on regarde la compilation qui existe entre aujourd'hui dans les fonds en euros actions plus immobilier, ça pouvait représenter la somme des deux actifs, allez, pour les plus volontaires des fonds en euros, entre 20 et 25%. Donc de nouveau, ils ont été plutôt très optimistes en se disant, bon, il reste quand même 75%, voire 80% de l'actif sur d'autres actifs et essentiellement des obligations sur lesquels on va pouvoir continuer à travailler. Et donc, de nouveau, ils ont été plutôt assez confortables par rapport à cela. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur l'immobilier, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il est quasi impossible de pouvoir investir pour quelqu'un qui viendrait souscrire un contrat d'assurance vie dans une compagnie d'assurance ou via un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Les assureurs aujourd'hui limitent volontairement les souscriptions 100% fonds euros. On propose obligatoirement un peu de fonds à l'intérieur d'unités de compte parce que évidemment ça coûte moins cher à l'assureur et de fait c'est une règle importante. Les premiers à avoir obligé cette pondération un peu de fonds en euros mais aussi un peu d'unités de compte, ce sont des fonds en euros qui étaient 100% immobiliers. Parce que pour le coup, sur 100% de l'actif, ça leur coûtait 25 € de fonds propres.
Et donc, de fait, ils n'avaient pas cette capacité à mixer les différentes classes d'actifs pour finalement réduire l'impact des fonds propres sur leur comptabilité et donc sur leur bilan global. Donc, c'était un vrai sujet. Alors, de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, les assureurs ont été plutôt optimistes. On dit, bon, ok, allez, obligations, immobilier, actions, c'est compliqué, mais on va continuer à travailler sur la classe d'actifs que les assureurs préfèrent depuis toujours, les obligations. Donc voilà, on va continuer à travailler avec les obligations et ça devrait bien fonctionner. Alors le régulateur, dans sa grande bonté, a dit, mais pas de problème, évidemment, vous allez pouvoir continuer d'acheter des obligations. En revanche, pour les obligations, on va faire 2 règles. La première va concerner les emprunts d'État. Alors là, la règle est assez magique. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, si vous êtes toujours gérant de fonds euros, si vous décidez d'acheter des emprunts d'État de pays de l'OCDE, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Irlande, France, Allemagne, dans l'ordre d'apparition à l'écran, là où ça vous coûtait 4 € de fonds propres avant, maintenant c'est gratuit. Vous n'avez plus d'obligation de fonds propres. Donc allez-y, gavez-vous d'emprunts d'État, messieurs les assureurs, ça tombe bien, on a de la dette, il faut bien que quelqu'un la détienne, donc allez-y, achetez-en plein. Alors, évidemment, la ficelle est un peu grosse, certes, mais elle existe. Et les assureurs se sont dit, bon, ok, très bien, la ficelle est grosse, certes, on verra tout à l'heure la rémunération des emprunts d'État, histoire de mettre un peu d'ambiance. Mais globalement, les assureurs se sont dit, bon, ok, on va acheter un peu d'emprunts d'État pour leur faire plaisir, mais au bout du compte, on va continuer de travailler sur ce qui a fait notre richesse historique, c'est d'acheter des emprunts du secteur privé. Et avec des emprunts du secteur privé, on va continuer de générer de la rémunération, nos clients seront contents et tout le monde sera content. Et donc le régulateur a dit, mais pas de problème, vous allez pouvoir continuer d'acheter des emprunts du secteur privé. Et donc ils ont bâti un tableau double entrée, niveau CM2, ultra simple. Là, c'est la notation des obligations que l'on achète. Alors aujourd'hui, la notation, je vais vous expliquer 2 minutes comment ça fonctionne. Plus vous êtes bon élève, entre guillemets, mieux vous avez des A, et donc ça fonctionne bien. Moins vous êtes bon élève, plus vous avez des C, pour faire simple. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, de fait, vous avez entendu parler de la notation de la France qui s'est dégradée parce qu'on est devenus des moins bons élèves, machin. Mais la notation, c'est une chose, mais peu importe. Donc là, vous avez la notation des entreprises que vous achetez. Et là, de 1 à 10, la durée de vie des emprunts que vous achetez. Juste pour info, une obligation, c'est assez basique. C'est un emprunt émis par une entreprise. Et une obligation, c'est simple, c'est toujours la même chose. C'est un contrat. Et c'est un actif contractuel. Et c'est intéressant parce que c'est d'ailleurs le seul actif contractuel des marchés financiers. Avec une durée et un taux de rémunération. C'est ultra simple. Quelle que soit l'entreprise qui emprunte, quel que soit l'État qui emprunte, quelle que soit la manière dont il emprunte, c'est toujours ça. Un contrat, une durée, un taux. Facile à comprendre. Et dans ces cases-là, des chiffres, et ces chiffres, ils disent quoi? Ils disent, bah voilà, je suis gérant de fonds euros, j'ai envie d'acheter une obligation Arcelor. Une entreprise qui fonctionne bien, voilà. Et puis, bah, je vais prendre une obligation Arcelor sur une durée de 10 ans, parce que j'ai de la visibilité. Les gens qui viennent sur des contrats d'assurance vie ou sur des fonds en euros, ils sont là pour longtemps. Donc, de fait, j'achète une obligation sur une durée de 10 ans, et on y va. Et là, le 40, c'est l'équivalent fonds propres pour les 100 € d'investis tout à l'heure. Là où ça coûtait 4 avant le 1er janvier 2016. Alors évidemment, ça a sifflé un peu la fin de la récré quand même. Parce qu'au bout du compte, les assureurs se sont dit, bon, alors si on ne peut plus acheter d'emprunts privés comme on veut, si on ne peut plus acheter autant d'actions qu'on veut, si on ne peut plus acheter de l'immobilier comme on veut, et qu'on doit acheter que des emprunts d'État, ça va être un peu compliqué. Certes, ça va être un peu compliqué, mais messieurs, il n'y aura pas le choix, c'est comme ça qu'il faudra faire. Donc ça a changé radicalement la donne. Alors, ici, vous avez ici un petit, alors c'est en jaune pâle, donc c'est pas très évident à voir, mais vous avez ici un petit triangle jaune qui va jusqu'ici, c'est l'équivalent fonds propres de ce que ça coûterait si vous voulez pas dépenser plus d'argent. Vous vous rappelez, c'était 4 tout à l'heure pour 100 € investis. Là, vous avez tout ce qui est inférieur à 4. Mais on va prendre un exemple assez simple que vous pouvez connaître, Danone. Voilà, Danone, c'est facile à comprendre. Danone, imaginez que vous vouliez acheter une obligation Danone sur une durée de 5 ans. Là où ça vous coûtait 4 € de fonds propres avant, ça vous coûtait 12,5, mais vous dites, bon, allez, je casse ma tirelire. Je vais quand même essayer de trouver du rendement pour mes clients finaux, donc j'élargis ma palette et je vais acheter de l'obligation Danone. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que rémunère une obligation Danone à 5 ans aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous prêtez de l'argent à Danone à 5 ans, combien il vous donne tous les ans pour le gentil prêt que vous lui avez fait? C'est pas mal. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Danone à 5 ans, c'est 0,10. Bon, 0,15 quand il y a du grand vent et qu'on est au bord de l'eau. Voilà, mais c'est 0,10. Alors, ça, c'est encore rien, hein. Il y a 6 mois de ça, une autre entreprise française très connue, alors en plus, comme beaucoup d'entre vous vont connaître, Sanofi, hein, qui est plutôt une entreprise qu'on connaît bien. Sanofi, il y a 6 mois, ils ont émis une obligation sur une durée de 5 ans à taux négatif. Moins 0,10.
C'est-à-dire que vous donnez 100 à Sanofi sur 5 ans, vous êtes sûr que dans 5 ans, si Sanofi ne fait pas défaut, ça devrait aller, vous êtes sûr que dans 5 ans, vous récupérez 99,90. Cette obligation elle a été sursouscrite 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 2 fois plus de demandes que d'offres potentielles. Là, ça calme, hein? C'est rien, c'est que le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un univers financier qui a radicalement changé. Radicalement changé pour plein de raisons. La première raison, c'est que bien évidemment, on vient d'une crise extraordinaire en 2008 qui fait que les États ont failli déposer leur bilan, tout ce qu'on connaît tous, donc qui a effectivement généré des dysfonctionnements majeurs. Aujourd'hui, ces dysfonctionnements majeurs font que l'argent ne coûte rien, voire même le cash, il coûte à celui qui prête. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire basiquement pas de risque, pas de rémunération. Simple. Alors, moi en tant qu'entrepreneur, quand on me dit pas de risque, pas de rémunération, ça me parle assez bien. Je me dis, bon, jusque-là, c'est assez logique. Pour un épargnant, c'est parfois un peu plus compliqué parce que quand on a biberonné un épargnant avec un actif sur lequel il n'y avait pas de risque, avec beaucoup de rémunération, quand vous aviez une rémunération des fonds en euros qui rémunérait en 2005-2006, allez, entre 4 et 5%, avec garantie en capital, un effet cliquet, une inflation entre 1 et 2, il n'y avait pas besoin d'être un grand financier pour gagner de l'argent. Sauf que ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La rémunération moyenne des fonds en euros en 2017, c'était 1,48. Alors c'est bien parce qu'on sait ce qui va se passer en 2018, ça va être autour de 1,20. Et pour un point d'équilibre en 2019, globalement autour de 1,10. Net de frais de gestion du contrat d'assurance vie, mais brut de prélèvements sociaux, bien évidemment. Donc de fait, c'est assez basique, hein. Quand vous achetez quand vous avez 3/4 de votre, c'est la pondération moyenne d'un fonds en euros aujourd'hui. Quand 3/4 de votre actif est composé d'obligations qui vous rémunèrent entre 0 et 1, pas besoin d'avoir fait de grandes études de mathématiques non plus pour comprendre que c'est difficile d'aller chercher des rémunérations bien supérieures à 1,50, à moins de prendre des risques inconsidérés, mais des risques inconsidérés, aujourd'hui, vous l'avez compris, les ratios de fonds propres que je vous ai montré tout à l'heure, les risques inconsidérés, ils coûtent une fortune à l'assureur. Donc ça leur coûte très cher pour un hypothétique résultat qui sera peut-être meilleur, mais peut-être un tout petit peu meilleur. Donc de fait, c'est ces évolutions réglementaires qui permettent bien de comprendre pourquoi effectivement les rendements du fonds en euros ont baissé et surtout vont continuer de baisser. Donc c'est une évolution qui est majeure. Alors attention à ne pas faire trop raccourci sémantique malgré tout. Ce n'est pas parce que le fonds en euros ne rémunère plus ou quasi plus que c'est la fin de l'assurance vie en France. Bien évidemment, il faut bien dissocier ces deux éléments majeurs. L'assurance vie a plein d'autres avantages que uniquement le fonds euro. Et comme on le disait tout à l'heure, les épargnants étrangers n'ont pas de fonds euros, on verra comment ils font tout à l'heure. Et ça, c'est un point qui est important parce que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les fonds en euros ont baissé. Et pas parce que les gérants de fonds en euros sont devenus mauvais, qu'ils ont eu une mauvaise idée, qu'ils ont fait n'importe quoi. Tout simplement, le régulateur les a contraints d'un point de vue comptable. Et donc, de fait, cette contrainte, elle a été très importante. Alors, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est de dire, mais finalement, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Quelle mouche a piqué le régulateur pour changer une règle qui, a priori, avec tous les guillemets qui vont autour, allait bien? On était contents, on était peinards, on ne nous posait pas de questions, ça rémunérait entre 4 et 5, on était assez confortable, il y avait une garantie fantastique, c'était génial. Alors, la mouche qui a piqué le régulateur à ce moment-là, c'est 2008. C'est une grosse mouche, hein. 2008, c'est quand même une grosse mouche. Et en fait, en 2008, bah oui, en 2008, c'est passé les subprimes, il s'est passé plein de choses, mais surtout, le plus important, c'est qu'en 2008, certains fonds en euros n'avaient pas de cette garantie en capital. Alors qu'on a dit à tout le monde, vous inquiétez pas, Madame Michu, c'est garanti, il ne peut rien se passer, et ben c'était pas vrai. Un exemple, Groupama. Excellent exemple, Groupama. Groupama, en 2008, s'ils ne sont pas rattrapés par le fond de la culotte, par la Caisse des dépôts, c'est fini. Ils déposent leur bilan. Et donc ceux qui avaient un fonds en euros Groupama, eh ben c'était fini aussi. Ils allaient déposer le bilan avec l'assureur. Alors on aurait pu dire ce qu'on voulait, je comprends pas, j'ai vu Cerise à la télé, tout ça, machin. Mais, enfin, Cerise, elle bosse plus chez nous, et donc maintenant, c'est fini, ça marche plus. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Groupama, c'est un très bon exemple. Parce que Groupama, ils ont fait, alors, pas n'importe quoi, mais à peu près n'importe quoi. Et donc, de fait, en achetant des emprunts d'État n'importe comment, à n'importe quel prix, ben, à un moment donné, il faut payer la note. Et donc, de fait, cette garantie que tout le monde pensait véritable, elle l'était pas. Et donc, de fait, et à juste titre, le régulateur européen
a décidé de changer les règles, bien évidemment. Et les règles, elles ont quoi comme objectif? De dire, bah, finalement, on va mettre des contraintes comptables tellement strictes que les assureurs n'auront pas d'autre choix que majoritairement d'acheter les actifs les moins risqués. Et les actifs les moins risqués aujourd'hui, c'est ou l'emprunt d'État français, ou l'emprunt d'État allemand. C'est ça l'idée. Et c'est une idée qui est saine, parce qu'au bout du compte, ça va éviter à des assureurs de faire n'importe quoi. Et en fait, le régulateur, son idée obsessionnelle, à juste titre de nouveau, c'était de dire « je ne veux pas qu'un assureur fasse défaut ». Et donc, pour pas qu'il fasse défaut, il faut qu'on lui mette des contraintes. Sinon, il risque de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental, qui est ultra structurant pour les assureurs, parce que de fait, à aujourd'hui, véritablement, tous les assureurs ont cette garantie en capital, donc soyez plus inquiets, mais c'est plus facile quand on a une rémunération qui est si faible. Mais au bout du compte, l'épargnant, il est complètement protégé. Et à juste titre, on se plaint sans cesse de trop de régulation dans tous les métiers. Sur l'actif le plus important pour un épargnant, qui est son argent, il n'y a aucune régulation, alors qu'on régule pour la couleur de la pâte à modeler, pour la taille du poulet, pour ainsi de suite, on ne fait pas de régulation sur l'argent. Bah, intuitivement, on se rend bien compte qu'il manque quelque chose, quoi. Et donc, de fait, ça ne peut pas être possible. Donc, de fait, le régulateur, il a pris ses responsabilités. Comme souvent, le pauvre régulateur, il n'a quand même pas de bol, parce que dès qu'il fait un truc, on lui tape dessus. Mais pour le coup, alors les épargnants, on n'en a pas tous pris compte, mais c'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de l'épargnant que le régulateur a fait ça. Le régulateur, il s'en fout, au bout du compte. Ce qu'il ne veut pas, c'est que ça lui retombe sur le dos pour lui dire, mais attendez, vous êtes gentil, mais vous n'avez rien régulé, et pour le coup, on va vous demander des comptes. Donc là, non, les comptes, ils sont là, et c'est comme ça que ça marche. Voilà pour cette première partie sur les fonds en euros. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Eh bien c'est ça, c'était le but. Donc ça tombe bien. Ouais. Non. Non, parce qu'aujourd'hui, même les rendements des plus forts ont baissé. Tous. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Voilà, les meilleurs sont toujours les meilleurs, mais ils sont moins bons qu'avant. Mais pas parce qu'ils sont devenus moins bons, parce qu'on les a obligés à être moins bons, tout simplement. Oui, c'est. Ils ont arrêté le dopage. Alors, pour faire simple, quand vous expliquez à un épargnant ou à un professionnel de la finance anglo-saxon, quand vous lui dites, voilà, nous on a un truc génial, ça s'appelle le fonds en euros. Vous pouvez l'expliquer pendant des jours entiers, il ne comprend pas. Dans sa tête, il ne comprend pas comment on peut mettre une logique financière dans une logique assurantielle. Il y a un truc qui ne marche pas. Et il dit tout le temps, mais comment vous faites? Et la seule question qu'il vous posera, 100 fois, 200 fois, 500 fois, c'est, ok, super, la garantie, c'est génial, hein. Qui paye? Qui paye la garantie? Parce que quand il y a une garantie, elle doit coûter. Parce qu'une garantie qui ne coûte rien, bah, elle ne garantit rien. Donc, qui paye cette garantie? Alors, personne n'est capable de répondre à cette question. C'est un peu complexe. Hein. L'épargnant, évidemment, bah oui, évidemment, c'est vous qui payez. Qui d'autre? C'est pas l'assureur qui va payer pour vous. Ça se saurait quand même. Alors, les marges ont changé, bien évidemment, mais aujourd'hui, pour faire un rapide calcul, vous allez voir, c'est assez intéressant. Moi, je ne vous l'ai pas dit au début, mais je me suis associé avec un garçon qui est un ancien gérant de fonds euros, parce qu'évidemment, c'est autour de ça qu'on a décidé de travailler. Et donc, nous, on a regardé, alors, un des anciens très bons gérants de fonds euros, parce que Jacques, avec qui je me suis associé, c'est l'ancien patron de une compagnie d'assurance qui s'appelle Le Conservateur. Et donc, qui a géré les fonds en euros du Conservateur, les tontines, pendant plus de 20 ans. Et puis, moi, je l'ai sorti de là, parce que le pauvre, je voyais bien qu'il allait décrépir. Donc, je lui ai dit, viens, on va créer quelque chose d'un petit peu différent, un truc entrepreneurial, un peu sérieux, pour effectivement essayer de faire un peu autre chose. Et en fait, il a géré le fonds en euros donc de 89 à 2009. Et en fait, on a pris de 89 à 2009, pendant une durée de 20 ans, c'est relativement long, on a pris les résultats du fonds en euros du Conservateur, qui étaient très bons, et on est allé un peu ouvrir le capot pour voir comment ça avait été fait. Et on s'est dit, finalement, imaginons que nous soyons un investisseur étranger, et que nous n'ayons pas ce fonds en euros, et que finalement, j'ai acheté, à ta place, chacune des classes d'actifs qui étaient contenues à l'intérieur du fonds en euros. Donc, tu avais tant d'actions, si j'avais acheté que tant d'actions, tu avais tant d'immobilier si j'avais acheté tant d'immobilier, et ainsi de suite. C'est un calcul dans les grandes masses, bien évidemment. L'idée de ce calcul, c'est de dire finalement, si j'avais pas eu le fonds en euros et la coquille autour, est-ce que j'aurais gagné plus d'argent avec ces différentes classes d'actifs l'une à côté de l'autre, ou est-ce que j'en aurais gagné moins? Et puis surtout, quelle était la différence en termes de pourcentage? Sur 20 ans, la différentielle de rémunération, c'est autour de 2%, c'est 1,95, bon. 2% par an. Évidemment, en votre défaveur. Voilà. Donc, si vous aviez tenu chacune des classes d'actifs, vous aurez gagné 2% par an en moyenne en plus. Alors, quand c'était il y a 20 ans et que les fonds en euros rémunéraient entre 10 et 12, on se fiche de ces deux. Quand c'est là, c'est le double. Donc, évidemment, c'est une approche relativement différente. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, fin de la récré pour les assureurs, fin de la récré pour les fonds en euros, mais
Le vrai intérêt, c'est de dire finalement comment on est capable aujourd'hui de reproduire les mêmes moteurs de performance des fonds en euros sans les contraintes réglementaires. Parce qu'avant ces fameuses contraintes réglementaires, ça fonctionnait très bien. Et donc de fait, c'est comme ça que nous on a décidé de se créer en se disant finalement, nous on est régulé par l'autorité des marchés financiers, on n'est pas régulé par Bruxelles et on n'est pas régulé par la CPR qui est l'assureur des assureurs. Et donc de fait, nous aujourd'hui, quand on achète une obligation, j'ai pas les contraintes du tableau que je vous ai montré ici. Donc moi je peux acheter finalement ce qui me semble avoir un sens d'un point de vue économique sans aucune contrainte comptable. Et donc c'est un avantage majeur qui permet de travailler un petit peu différemment. Juste une question. Oui, je vous en prie. Oui. Mais la loi Sapin 2, c'est un truc de pipeau terrible. Ce que je vous expliquais sur Groupama tout à l'heure, Sapin 2, c'était déjà ça. Donc Sapin 2 ou pas Sapin 2, on s'en fout. L'État, quand ça chauffe, vraiment, il est venu au chevet de Groupama alors qu'il n'y avait pas de loi Sapin 2. Il l'a créé toute seule, la loi Sapin 2, et ça n'a offusqué personne. Il s'est dit, bon, allez, on va les sauver, vous n'avez pas le droit. Mais on s'en fout, on les sauve quand même. Voilà. Et personne, pas un seul souscripteur de Groupama s'est offusqué contre le gouvernement à ce moment-là. Qu'il eût été de droite ou de gauche à ce moment-là, il s'en est rien affiché. Finalement, c'était une très bonne idée, il est très bien ce gouvernement. Donc de fait, Sapin 2, c'est jouer à se faire peur pour dire attention les assureurs, faites pas n'importe quoi. Mais de toute façon, les assureurs, ils peuvent plus faire n'importe quoi. Ils sont tellement encadrés qu'ils sont déjà dans la nasse et donc de fait, ils font un peu leur travail comme un robot et au bout du compte, on voit les résultats, mais les résultats qui sont de facto, on peut pas faire autrement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Une question aussi qu'on doit se poser, c'est de dire comment il fait l'épargnant à l'étranger? Il n'a pas le fonds en euros. Bon, alors il ne se met pas dans un coin à pleurnicher en disant bon, c'est triste, je ne sais pas quoi faire. Il fait comme nous, il fait comme les fonds en euros. Il achète des fonds en actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers, des produits structurés, et en fonction de son âge, son appétence au risque, son patrimoine, il pondère chacune de ses classes d'actifs en fonction du risque qu'il a envie de prendre. C'est assez basique. Oui, c'est un coût intuitif de l'assurance. C'est pas exactement ça. Le coût n'était pas inscrit dans les contrats. Mais l'idée, c'est que c'est ce que ça a coûté. Parce qu'au bout du compte, si vous aviez eu chacune des performances, vous auriez gagné ces 2%-là. C'était une recherche de dire combien finalement ça aurait rapporté sans la coquille de l'assurance vie et sans la coquille du fonds en euros autour. Voilà. Donc l'épargnant étranger, il le construit lui-même, son fonds en euros, tout simplement. Alors c'est pareil, il y a toujours un truc qui m'agace un peu, c'est vrai qu'on a souvent tendance à rabâcher les mêmes choses en disant finalement l'épargnant français il comprend rien, il est plus débile que les autres, voilà, il achète pas d'actions, ceci, cela. Alors je vous rassure, moi aussi je suis épargnant, je n'ai pas l'impression d'être plus débile que les épargnants anglo-saxons, allemands ou italiens, sauf que évidemment quand vous avez été biberonné avec un actif aussi extraordinaire, faire un petit peu de finance-fiction, mais si aux États-Unis il y avait eu un fonds euro, mais les épargnants américains, ils se seraient gavés de fonds en euros comme les épargnants français. Et pareil au Royaume-Uni, et pareil en Allemagne, et pareil n'importe où ailleurs. Alors inévitablement, quand on n'a pas cette garantie-là et qu'on n'a pas cet avantage-là, on essaye de faire autre chose. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc de fait, quand on n'a pas le choix et qu'on est au pied du mur, on travaille un peu différemment. C'est pas tellement plus sexy qu'autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est vrai que les épargnants étrangers ont déjà travaillé comme ça. Alors maintenant, évidemment, ça prend un peu de temps, parce que, évidemment, il faut repenser les choses, il faut réavoir une approche par les risques, il faut essayer de comprendre, et puis surtout, quand on n'a pas eu l'habitude, il faut s'habituer à tout ça. Et donc, de fait, ça va prendre un peu de temps, mais déjà, on voit bien, il y a, avant le 1er janvier 2016, la pondération sur l'ensemble des assureurs, fonds en euros, unité de compte, c'était 83% fonds en euros, 17% unité de compte. Aujourd'hui, c'est 75-25. Donc, petit à petit, alors, l'épargnant français, il n'est pas devenu intelligent en 2 ans. Il n'a pas pris les cours du soir, il n'est pas devenu tout d'un coup un champion de la finance. Mais tout simplement, de par les contraintes affichées, il a appris comme les autres à essayer de sortir petit à petit du fonds en euros. Et ça fonctionne très bien. Et évidemment, il n'y a pas de risque inconsidéré et il faut trouver un... Alors maintenant, autre point aussi, il y aura toujours des fonds en euros dans les compagnies d'assurance. Et ça sera toujours un actif qui permettra effectivement d'avoir une garantie de son capital, mais c'est plus un actif qui permettra de générer de la rémunération. Alors si en plus, alors je ne l'ai pas ici, mais si en plus on rajoute sur les 1,50 qu'on a ici l'inflation et les prélèvements sociaux, vous n'avez plus la garantie en capital, c'est fini. Elle n'est plus là. Ça coûte. Alors le terme réel, c'est compliqué, parce que le recalcul de l'inflation, c'est pas toujours évident. Parce que moi, ma mère, quand je lui dis tu as gagné 1,50, mais tu as 1,50 d'inflation, tu es à 0, elle me dit non, j'ai gagné 1,50. Alors je peux lui expliquer 110 fois. Je n'insiste plus maintenant, mais donc je lui donne les 1,50 qui manquent.
Non, je déconne, c'est pas ça, mais globalement, voilà. Le terme réel, c'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc la garantie capital implicitement, elle est perdue. Alors, nous, face à ça, on s'est dit, bah, génial. Les gens vont être obligés de faire autre chose. Bah, autre chose. Voilà. Alors le créer autre chose, c'est facile. Hein. Il suffit juste de dupliquer ce qui avait été fait avant. Voilà, on n'a rien inventé. Hein. Alors nous, dans notre gestion, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est assez basique. Nous, on a une gestion qui est alors vraiment ultra simple. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Et c'est très cousin germain de ce qu'on avait sur le fonds en euros, bien évidemment. Donc nous, notre métier, on est des spécialistes des obligations d'entreprise. Donc quand on achète un fonds commun de placement chez nous, dans nos fonds communs de placement, c'est toujours géré de la même manière. Il n'y a que des obligations, il n'y a que des obligations d'entreprise, et il n'y a que des obligations d'entreprise qui sont émises en euros. Donc ça, on n'achète toujours que de ça. Et ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nos portefeuilles. Et par-dessus ça, on a une stratégie de gestion qui est assez simple à comprendre, c'est que chacune des obligations que j'achète, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, une obligation c'est un contrat, une durée, un taux. Chacune des obligations que j'achète, je la porte systématiquement jusqu'à son terme. Je ne fais aucune spéculation. Je ne décide pas de vendre l'obligation Renault pour acheter l'obligation Peugeot ou ainsi de suite. J'achète une obligation Renault avec une échéance 2020. Jusqu'en 2020, je vais toucher mes coupons. Quand l'obligation arrive à échéance, l'entreprise vous rembourse le prêt qu'elle vous a fait en tant que client et en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, donc je suis remboursé. Et avec l'argent que je récupère, je rachète une nouvelle obligation, pas forcément de la même entreprise, peut-être d'une autre, au taux du moment, et ainsi de suite. Et je travaille toujours de cette manière-là. C'est comme ça que les assureurs travaillaient sur les emprunts privés avant les contraintes réglementaires et sans les besoins de fonds propres qu'on avait. Et d'ailleurs, pour faire simple, quand on a créé notre premier fonds qui s'appelle Sun Euro Stratégique, on a fait un truc assez basique. Jacques était le gérant du fonds en euros du conservateur. On a fait un copier-coller de la poche obligataire qui était détenue dans le fonds en euros du conservateur, qu'on a plugué sur une unité de compte qui s'appelle Sun Euro Stratégique. Point. Une simplicité biblique. On ne peut pas faire plus simple. Et donc, de fait, l'objectif, en faisant ça, c'est de dire quoi? C'est de dire finalement, si on arrive à générer sur une période de 3-4 ans, qui est une durée d'investissement, on va dire, cohérente, une performance entre 1 et 1,50 de mieux qu'un fonds en euros, finalement, les gens seront contents, on aura bien travaillé, et ils auront réussi à sortir de ce fameux fonds en euros pour aller sur un actif un peu plus rémunérateur, alors évidemment sans risque inconsidéré, mais un peu plus rémunérateur, mais avec une stratégie finalement qui est très cousine germaine de celle qu'on avait déjà dans un fonds en euros. Et donc on a toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, ce fonds Sun Euro Stratégique, il a 7 ans, il pèse un peu plus de 350 millions d'euros, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cru à cette stratégie et qui ont eu confiance en nous, et ils ont bien fait, parce que la performance moyenne du fonds sur les 7 dernières années, parce qu'il a été créé en mars 2011, c'est 4,8%. Voilà. Donc 4,8% annualisé, bien évidemment. Alors il y a des années où on a fait plus, des années où on a fait moins. On n'a jamais fait d'année calendaire négative, mais globalement, c'est effectivement ce 1 à 1,50 de mieux que le fonds en euros qu'on a vu tout à l'heure et des perfs moyennes des fonds en euros qu'on a vu tout à l'heure. Donc on était dans l'objectif et ça a bien fonctionné. L'objectif pour nous, il y avait deux idées. C'était un, de faire quelque chose de très simple, parce que quelqu'un qui était sur le fonds en euros, il se posait 0 question. Donc de fait, quand on sort du fonds en euros, il faut essayer de s'en poser un peu plus, mais pas trop non plus, et pas aller sur des actifs trop complexes qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, sur les marchés financiers, la grande spécialité des sociétés comme les nôtres, c'est souvent de complexifier le truc, parce que tout le monde a les têtes bien faites, tout le monde a fait plein d'études, donc de fait, on a envie de montrer tout le savoir et ainsi de suite. Mais au bout du compte, aujourd'hui, il y a une vraie prime aux choses simples et aux choses qui sont visibles et qui sont lisibles pour l'épargnant. Si on ne comprend pas ce qu'on achète, il ne faut pas l'acheter. C'est assez basique, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et surtout, ce n'est pas ce qui brille le plus qui, au bout du compte, a le meilleur intérêt à la fin et surtout est le plus confortable. Nous, globalement, ce qu'on a tendance à dire avec Jacques, c'est nous, on vend des matelas. Voilà, c'est un peu ça notre métier. On fait des choses très simples qui existaient déjà avant. Alors, bien évidemment, les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas chercher des performances à 2 chiffres. Hein. Avec ce qu'on a fait en termes de stratégie de gestion, on ne peut jamais gagner 10 ou 12% par an. C'est pas possible. Structurellement, c'est pas possible. Donc, de fait, c'est comme ça qu'on travaille et ça se passe plutôt bien. Alors ça, c'est assez rébarbatif. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. En fait, une obligation, c'est toujours pareil. Une obligation, c'est du capital, du coupon et un rendement annuel. Globalement, quand vous achetez une obligation, n'importe quoi, Renault, sur une durée de 4 ans, qui va revenir 5% par an, ce que vous êtes sûr, c'est que si Renault ne fait pas faillite, vous allez gagner 20% sur les 4 ans. Ce que vous ne savez pas dans une obligation, c'est la séquence. Vous connaissez le montant, mais vous ne savez pas si vous allez gagner 5, 5, 5, si vous allez gagner -1, +13, +2, 6, peu importe.
Ce qui est sûr, c'est que sur la durée, vous allez toucher les coupons qui étaient prévus, parce que c'est contractuel, et le capital, et donc vous allez avoir vos 20% que vous allez gagner quand effectivement l'obligation est 5% sur 4 ans. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc le risque à aujourd'hui quand on achète une obligation, il est à quel niveau? Le premier risque, c'est que l'entreprise à laquelle vous avez prêté de l'argent n'est pas capable de rembourser le capital. Alors là, c'est un risque de défaut. À aujourd'hui, ce taux de défaut, pour vous donner un repère un peu chiffré, ce taux de défaut sur les entreprises européennes, il est quasi au plus bas. Alors, je vais vous donner un chiffre qui ne va pas vous parler, mais peu importe, c'est autour de 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises européennes sont très bien gérées, et donc, de fait, le taux de défaut est très faible. Et donc, de fait, c'est assez confortable, parce que pour des gens comme nous qui achetons que des obligations, quand on sait qu'il n'y aura pas de défaut ou quasi pas de défaut, on est assez confortable. Je vais vous donner quelques exemples d'obliges qu'on achète, de boîtes françaises que vous connaissez. Picard surgelé, par exemple. La Berry. Bon, c'est pas que de la bouffe, hein. Mais l'Oxam, voilà, c'est un peu moins sexy. Paprec, voilà, qui fait du recyclage. Orange, voilà. Bon, c'est typiquement de ce genre de sociétés, voilà, qui sont des sociétés connues. Voilà. Et donc, de fait, nous, quand on achète, quand on vient se positionner sur un emprunt, on vient se positionner sur les emprunts dont la taille minimum est de 500 millions d'euros. Donc, on ne va pas acheter des emprunts de petites sociétés qui ne sont pas connues, sur lesquelles, évidemment, là, le risque de défaut est plus fort. Alors, certes, la rémunération attendue est plus importante, mais sur pareil, la rémunération est plus forte quand le risque est plus fort. Et donc, de fait, notre métier, c'est plutôt d'aller sur ce type d'obligations que les gens connaissent. Et de nouveau, même si les risques de défaut sont très faibles, là, aujourd'hui, dans nos portefeuilles, on a entre 70 et 80 lignes, 80 émetteurs différents, histoire de diversifier le risque, même si, effectivement, il y a peu de chances que Picard surgelé fasse défaut, parce que j'espère pas, sinon ma femme va faire la gueule. Mais globalement, même s'il y a peu de risques, on n'est jamais à l'abri d'un risque qui serait plutôt un risque frauduleux, par exemple. Une des dernières obligations qui a été un peu chahutée, sur laquelle il y a eu un peu de tension, c'est une boîte ultra connue, ultra costaud, dont tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais de problème, c'est Volkswagen. Quand Volkswagen, il y a eu le problème aux États-Unis, l'obligation Volkswagen, elle a perdu la moitié de sa valeur. Alors pourtant, qui pouvait imaginer que Volkswagen pouvait être en risque à un moment donné? Donc ces risques frauduleux qu'on n'imagine pas, qu'on n'identifie pas, il faut en tenir compte. Donc de fait, quand vous avez 80 lignes différentes, bah, finalement, de Volkswagen, non, on n'en avait pas. Non, 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 non. Non, non, on n'est pas tellement charognard, nous, on ne vient pas quand c'est la fin du monde. Alors, pas européenne, mais 100% émise en euros. Il y a des sociétés brésiliennes, sud-africaines, américaines qui émettent en euros. Voilà, elles émettent en dollars, en euros, en yens, ou ainsi de suite. Donc nous, il faut absolument qu'on émette en euros pour éviter ce risque du change. Parce que quand on dit qu'on fait quelque chose de très simple, si on dit à un client, bah voilà, vous allez gagner entre 4 et 5%, mais alors, bon, au fait, je vous explique, mais il y avait un peu de dollars, donc c'est pas 4 et 5, c'est 3 ou 4, machin. Enfin, quand on commence à rentrer dans l'explication de texte pour essayer de justifier un truc qui est injustifiable, voilà. Donc quelqu'un qui sort du fonds en euros, il faut faire simple. Et donc de fait, on a fait simple. Alors, un élément qui permet de bien comprendre aussi comment ça fonctionne, évidemment, c'est jamais linéaire. Et nous, ce qu'on a essayé d'expliquer le plus simplement possible, c'est de se dire finalement combien de temps il faut pour être sûr, avec tous les guillemets qui vont autour, pour gagner de l'argent. Alors, dans nos métiers financiers, vous savez, il y a un terme qui est un peu barbare, mais qui est la volatilité. En fait, c'est un terme mathématique qui explique les écarts types entre les valorisations les plus hautes et les plus basses. Et quand ça fait un peu l'oscillation du thermomètre, c'est un peu compliqué à comprendre. Et surtout, c'est a posteriori, donc ça n'a pas grand sens. On a essayé, nous, d'expliquer cette fameuse volatilité d'une manière un peu différente, en exprimant ça plutôt en pourcentage de chances de gagner de l'argent, en fonction d'une durée de détention en termes de mois. Donc pour faire simple, on a créé notre premier fonds en mars 2011, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a fait mars 2011 jusqu'à fin 2017 pour avoir quelque chose de cohérent. On a pris tous les cas les plus incongrus. C'est-à-dire que le client qui achèterait notre fonds pour un jour. Bon là ça relève de la psychiatrie, hein. Vraiment, c'est pas vraiment le genre, hein. Mais bon, quelqu'un qui resterait un mois et ainsi de suite, quelqu'un qui rentrerait au pire moment, qui sortirait au pire moment, enfin, on a tout mouliné dans tous les sens. Et l'idée, ça dit quoi? Ça dit voilà, c'est globalement si vous achetez ce fonds-là sur une durée d'un mois, vous avez 70% de chances de gagner de l'argent. Si vous achetez sur une durée d'un an, vous avez 90% de chances de gagner de l'argent. Et au-delà de 2 ans, vous gagnez à chaque fois. Ça veut dire quoi? C'est que la volatilité versus la durée de détention fait que si vous n'avez pas... Alors il y a plein de contre-exemples, hein, je vous dis tout à l'heure, il n'y a jamais d'année calendaire négative, mais au bout du compte, en prenant les exemples parfois les plus saugrenus, on arrive à des trucs tordus, c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 24 mois devant vous, il ne faut pas venir chez nous. Voilà. Mais 24 mois, quand on a acheté un fonds en euros, c'était relativement... Et quand on est sur de l'assurance vie, on a du temps. Mais ça, c'est aussi important parce que ce qu'il ne faut pas, c'est faire le raccourci sémantique de dire, bon, super, j'ai vu quelqu'un qui nous a expliqué le fonds en euros, machin, ils ont fait un nouveau fonds en euros. Non, non, c'est pas un nouveau fonds en euros. Ça ressemble à un fonds en euros, mais c'est pas un fonds en euros dans lequel il n'y a pas de garantie de capital. Quelqu'un qui resterait un jour, il pourrait perdre... Alors,
Évidemment, on ne perd jamais des fortunes chez nous, mais il pourrait perdre 10 centimes, il pourrait perdre 15 centimes, mais en tout cas, c'est pas garanti. Même si c'est peu, c'est pas garanti. Et donc, de fait, au-delà de 24 mois, enfin c'est 27 précisément, au-delà de 27 mois, on a gagné à tous les coups. Voilà. Donc ça, depuis maintenant mars 2011, et donc voilà, plus le temps passe, plus on va se rapprocher d'ici, bien évidemment, hein, parce que globalement, c'est ce qui va bien fonctionner. Oui, tout est net tout le temps. Ouais, je parle jamais en brut. Nous, on se rémunère sur des frais de gestion. Donc nous, on gère, pour vous donner un repère, on gère bientôt 700 millions d'euros à aujourd'hui. Donc on a des frais de gestion. Alors, quand je vous donne tous ces chiffres-là, toutes les performances, tous les chiffres que je vous donne, c'est net de notre rémunération, bien évidemment. On ne vient pas rajouter notre rémunération par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la rémunération, elle est en fonction de l'actif. On a un pourcentage de frais de gestion, que l'actif il fasse 10 millions, qu'il fasse 700 millions ou 700 milliards, ça ne change rien, c'est le même niveau de rémunération. Oui. C'est ça, le pourcentage c'est ça. C'est plus il y en a, plus on en a. C'est la règle du pourcentage. Tout à l'heure on était niveau CM2, là on est pareil. C'est la règle du pourcentage. Sur une base 100, c'est ça. Voilà. Je ne peux pas vous contredire. J'aurais aimé, mais là je peux pas. Alors, donc nous on fait que des obligues, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors où est-ce qu'on trouve du rendement dans les obligues? Parce qu'évidemment on a dit tout à l'heure emprunt d'État, emprunt privé, on a fait tout un tas de digressions et ainsi de suite. Alors sur les emprunts d'État, comment ça se passe? Pas bien. Voilà la rémunération des emprunts d'État aujourd'hui. Alors j'ai pris les emprunts d'État les plus costauds, hein, ceux qu'on connaît le mieux. Donc à aujourd'hui, si vous prêtez de l'argent à l'Allemagne sur 2 ans, à la France, à l'Italie, à l'Espagne ou au Japon, ça vous coûte. C'est bizarre quand même. Hein. Non, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, elle décide d'acheter de l'emprunt d'État le plus possible et qu'elle maintient artificiellement les taux très bas pour que la dette de l'État ne vienne pas pourrir une situation qui est déjà moche. Et oblige les assureurs à faire pareil. Mais d'un autre côté, vous savez, il faut bien que quelqu'un la détienne, cette dette. Si, vous n'êtes pas obligé d'acheter du fonds en euros. Vous avez le choix. Maintenant, vous le savez en plus. Vous n'allez pas me dire, je ne savais pas. Là, maintenant, vous le savez. Hein. Mais les 1300 milliards, au fur et à mesure, les gens vont bien comprendre que cette baisse de rémunération, elle ne tombe pas du ciel. Elle est bien liée à des contraintes. Alors évidemment, acheter des emprunts d'État à ce niveau-là, c'est pas important, mais même sur une durée de 10 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez dingue, parce que sur une durée de 10 ans, les États-Unis rémunèrent 2,70, la France 0,97, l'Allemagne 0,69. C'est quand même pas des niveaux très importants. Alors après, ça c'est joli, hein, parce que ça fait un peu peur et on se dit finalement... mais surtout, ce qui est assez bluffant avec ces taux négatifs, c'est qu'on a l'impression que c'est loin de vous. Parce que quand je vous montre ça, personne ne s'inquiète en se disant « Merde, est-ce qu'on va me piquer 50 centimes avant que je parte ?» Sauf qu'en réalité, c'est comme ça que ça marche en vrai. Je vais vous donner un exemple qui est le nôtre, dans ma société. Donc nous, on gère à peu près 700 millions d'euros aujourd'hui. Alors évidemment, ces 700 millions d'euros, ils ne sont pas déposés chez nous. C'est-à-dire que la réglementation nous oblige à avoir un dépositaire et un valorisateur. Donc ce dépositaire de l'ensemble de nos fonds, c'est la société. Donc tout l'argent que les gens nous ont confié, les 700 millions, sont déposés à la Société Générale qui valorise l'ensemble des lignes. C'est pareil, c'est pas moi qui dis ça vaut tant. Il y a quelqu'un, un valorisateur extérieur, qui valorise tous les chiffres que je vous donne. Et il y a 18 mois, la Société Générale, ils sont venus nous voir pour nous dire, voilà, c'est assez simple, ça se passe très bien, on est très content, on est content de vous, vous avez bien travaillé, vous vous développez, c'est super. Donc de fait, si vous vous développez, c'est le pourcentage de tout à l'heure pareil. Plus vous avez d'argent, plus on vous en donne à la Société Générale. C'est la même histoire. On dit voilà, maintenant, juste, on va modifier 2-3 règles du contrat. C'est bon, pourquoi pas. Et en fait, on dit voilà, maintenant, si vous détenez plus de 10% de cash, donc plus de 10% de liquidité sur les 700 millions d'euros que vous gérez, ce qui n'arrive jamais chez nous. On n'a pas de liquidité, on investit sur des obligations sur des durées courtes, par exemple. Finalement, le cash, on va vous le facturer 0,32. C'est ça les taux négatifs. Hein. C'est pas juste pour faire joli, on dit on a vu un type sympa, il nous a marqué des trucs rouges, c'est rigolo. Non, en vrai c'est ça. Alors nous on s'est fâchés. Je dis ça va pas se passer comme ça. On était voir le deuxième très gros dépositaire français qui est KCIS, qui est juste à côté d'ici, Crédit Agricole. Et on est allé voir en disant bon voilà, on a une société très dynamique, qui grossit, qui fonctionne bien, on lui explique notre process, mais qui est super, bravo, génial. On a comme dépositaire la Société Générale, on envisage peut-être de changer, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nanana. Donc le directeur commercial de la société de Crédit Agricole, le dépositaire, un mec super, hein, nous dit voilà, nous on sait faire ci, on sait faire ça, et au bout de 10 minutes, il dit au fait, avant qu'on aille plus loin, le cash c'est nous, c'est 0,40.
Alors on a rappelé la Société Générale. Il faut leur dire, bon, allez, on vous aime bien. 0,32, c'est pas si mal. Alors pourquoi c'est 0,32 et pourquoi c'est 0,40? Aujourd'hui, le dépôt de l'ensemble des banques françaises à la BCE, qui garantit l'ensemble du capital, ça leur coûte 0,40. C'est pour ça qu'ils nous facturent 0,40. Alors ça leur coûte 0,40 si en face des dépôts, ils n'ont pas des volumes de crédit suffisants, avec des contraintes réglementaires qui ne sont pas Solvency 2, mais là c'est BAL 3, si en face de ça, ils n'ont pas les contraintes de crédit suffisants pour effectivement faire un actif passif qui soit en faveur du prêt d'argent aux entreprises. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, Sanofi moins 0,10. Vous dites, oh, je vous ai vu bougonner certains. Mais vaut mieux moins 0,10 ou moins 0,40? C'est pour ça que c'est sursouscrit. Parce que le dépôt, il coûte 0,40. Donc là, à 0,10, ils ont gagné 30 centimes. Alors, en vrai, ils ont perdu 10. Mais il vaut mieux perdre 10 que 40. C'est tout un raisonnement qui est assez, pour le coup, qui est ultra contre-intuitif. Hein. C'est-à-dire qu'on s'oblige à réfléchir à l'envers. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident. C'est un nouveau paradigme. Mais aujourd'hui, c'est là qu'on est. On est dans cet univers-là. Hein. Alors, il est rentable. Moins l'inflation, il ne l'est pas. Voilà. Mais il est rentable. Oui, après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Aujourd'hui, le fonds en euros, il a un intérêt, c'est de garantir votre actif. Mais ce n'est pas un produit d'épargne. Enfin, c'est plus un produit d'épargne. C'est le monétaire d'il y a 10 ans. Rappelez-vous, il y a 10 ans. Allez, on va faire un jeu d'échelle. Il y a 10 ans, le monétaire au jour le jour, il y a 10 ans, c'était 2%. Au jour le jour. Ça fait rêver. Hein. Les fonds en euros entre 5 et 6, et les fonds un peu plus sexy entre 7 et 9. Bah là, tout le monde a descendu 2 barreaux de l'échelle. Hein. Le monétaire au jour le jour, c'est 0. Les fonds en euros inférieurs à 2, et les fonds un peu plus sexy, comme je viens de vous raconter, entre 4 autour de 4%. C'est un nouveau paradigme dans lequel on est rentré. Voilà. Il faut apprendre à vivre avec, et ça va durer longtemps. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la Banque Centrale Européenne, et de nouveau à juste titre, elle a toujours une volonté de garder ses taux très bas tant que l'économie ne va pas bien. Si demain, pour vous donner un repère, si demain, le 2 ans, la français, il passe de moins 0,39 à plus 0,50, donc un différentiel de 1%, c'est une surcharge du poids de la dette pour l'État français de 30 milliards d'euros. Alors déjà qu'on n'est pas très riche, si on nous rajoute des 30 milliards par-ci et 30 milliards par-là, les mecs de la SNCF, ils vont faire la gueule. Hein. Ça va mal finir. Déjà qu'ils ne sont pas contents, là, hein, si on leur dit la vérité, ils vont être encore moins contents. Non, j'ai rien contre la SNCF, mais c'était le cas du moment, c'était facile. Et puis ça fait du bien un peu de temps en temps. Oh non, ça c'est compliqué ça. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on n'était pas obligé d'acheter du fonds en euros puisqu'on sait que c'est négatif. Oui. Pourquoi les assureurs, eux, sont obligés de l'acheter, même s'ils préfèrent acheter à moins 0,1 plutôt que de payer moins 0,4 ou 0,30. Ils perdent quand même 0,10, mais ils vont mieux perdre 0,10 que 0,40. Ouais. Ils les obligent à acheter en négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de votre argent? L'argent, ils me le filent. Eh ben, reprenez-le. Les 1300 milliards, bien qu'il les gère. Mais qu'il les mette quelque part. S'il les plante, 0,40. Non, mais tout est négatif. Tout est négatif sur les emprunts d'État. Sur les emprunts privés, on peut gagner de l'argent. Hein. Voilà. Ils sont pas tentés de tout mettre aux États-Unis? Non. Ben non. Rappelez-vous, il y a un jeu de dupes tous les ans entre le ministre de l'économie, peu importe lequel c'est, et le patron de la FFSA. La FFSA, c'est la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. Ils se voient à un déjeuner en disant « Bon, comment ça va ? Ça va pas mal. » Et le ministre de l'économie dit « Bon, attention, si vous n'êtes pas très gentil, si vous détenez pas trop de dettes, on va rogner sur vos avantages fiscaux dans l'assurance vie. » Oh là là, zut, c'est vrai, ouais, terminé. 2 cafés l'addition, au revoir. Voilà, vous avez compris. La négo, elle a duré 10 secondes. C'est un jeu de dupes, c'est comme ça. Mais heureusement, hein, parce que imaginez que tous les assureurs vendent leurs dettes d'État. Qui va la racheter? Personne. Voilà. Alors c'est encore 2 cafés et encore l'addition, mais celle-là elle est chère. Hein. Celle-là je vous la laisse. Je prends les cafés mais je vous laisse l'addition. Parce que là pour le coup ça coûte bien évidemment beaucoup plus cher. Donc de fait, tout ça c'est évidemment, tout ça c'est résumé, hein. Mais globalement quand on rentre un peu dans le détail, vous voyez bien avec les différentes questions qu'on se pose, quand on va un peu et qu'on creuse un peu, on se rend bien compte que le costume il est un peu étroit quoi. Et donc oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc les marges de manœuvre sont assez faibles. Alors attendez,
Aujourd'hui, ça va un peu mieux quand même. Le costume s'est un peu élargi. Donc les marges de manœuvre vont s'assouplir, les taux sont en train de remonter petit à petit sur les emprunts d'État. On va revenir à un moment donné à une situation normée. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les emprunts d'État à 2 ans, à 5 ans et autres, évidemment que ce n'est pas normal. Mais c'est une réponse à une situation en 2008 qui était dramatique. Et c'était la seule réponse. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. On peut le prendre dans tous les sens. Hein. Il n'y en avait pas d'autres. Alors après, on peut dire, bah oui, mais aux États-Unis, ils ont été meilleurs, ils ont été ceci, ils ont été cela. La structuration économique, le modèle américain n'a rien à voir avec le modèle chez nous. Donc de fait, ils ont été plus costauds, mais ils sont toujours plus costauds, ils ont toujours une capacité de réaction qui est supérieure à la nôtre. Ça ne changera pas. Donc essayer de comparer ces modèles, ça n'a pas grand sens. Aujourd'hui, d'avoir sauvé la Grèce, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas le sujet. D'avoir fait des emprunts d'État négatifs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas le sujet. C'est ce qui a permis au modèle de continuer. D'avoir sauvé Groupama, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui, c'est bien, évidemment. Quand à un moment donné, on ne va pas très bien et qu'on peut sauver le malade, ben c'est bien de le faire. Voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, la seule difficulté aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on enlève complètement la perfusion ou pas, quoi. On pense que le malade, il est guéri, mais prendre la responsabilité, c'est pas facile. Hein. Donc, et puis, on ne peut pas l'enlever un petit peu, la remettre, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, non, c'est un vrai sujet, tout ça, mais voilà, on va essayer de trouver des choses. Alors après, je vous montrer des exemples. Alors ça, c'est barbare, mais vous allez voir, c'est assez simple. Ça, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré un tableau avec les obligations, la variation du capital, le coupon et ainsi de suite, où il y avait un truc qui était tout droit. C'était une ligne plate en disant vous avez 5% à gagner tous les ans pendant 4 ans. Là. Bon, en vrai, c'est ça. C'est un peu moins plat. En fait, c'est quoi? Ça, c'est la rémunération moyenne des emprunts simple B en bleu foncé et double B en bleu clair. Ça veut dire quoi? C'est globalement, là, début 2016, la rémunération moyenne. Alors les simples B, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Berry, c'est simple B. L'Oxam, c'est simple B. Picard surgelé, c'est simple B. Voilà, c'est cette nature de société. À ce moment-là, la rémunération, elle est entre 8 et 9% ici, quand il y a un événement que je vous raconterai tout à l'heure, et au moment du Brexit, entre 6 et 7. Et là, aujourd'hui, elle est autour de 4%. Donc il y a des évolutions tout le temps, c'est pas une ligne droite. Voilà. Et nous, notre métier, c'est de faire quoi? Finalement, c'est assez basique. Comme je disais tout à l'heure, nous, on détient les obligations, qu'on porte systématiquement à échéance et ainsi de suite. Et nous, notre métier, il est assez basique. Quand le risque n'est pas rémunéré, j'en prends pas. Quand il est surrémunéré et qu'on me paye pour le risque, là, j'en prends. Quand pour la même obligation, on me rémunère 8 ou 9 versus 4, je préfère l'acheter à 8 ou 9 versus 4, évidemment. Je n'ai rien inventé. Et donc, de fait, nous, notre métier, c'est de faire un peu d'accordéon. Quand le risque n'est pas rémunéré, finalement, j'achète des obligations sur des durées plus courtes. Pour faire simple, plus vous achetez une obligation sur une durée longue, plus vous prenez de risques, bien évidemment, parce que plus la durée est longue, plus le risque de défaut de l'entreprise est important, c'est intuitif. Mais plus la durée est longue, plus votre rémunération est importante. Et quand vous achetez des obligations sur des durées très courtes, avec une maturité très courte, vous avez moins de rémunération, mais de fait, votre risque, vous le diminuez au maximum. Parce que de fait, on sait que la visibilité que vous avez à 18 ou 24 mois, elle est plus facile qu'à 10 ans ou à 15 ans. Et donc, de fait, nous, on pilote sans cesse la durée de vie moyenne des obligations qu'on a en portefeuille. Et les gens qui viennent chez nous, que ce soit pour des clients, personnes physiques, qui achètent un relais au fonds en euros, ou des personnes morales, comme disait Grégory tout à l'heure, sur la trésorerie d'entreprise, ils viennent chez nous pour vraiment ce pilotage des maturités des obligations. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré, en dessous de 24 mois, ça n'a pas de sens de venir chez nous, c'est aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. C'est pas là où on sera le plus performant. C'est pareil sur la partie rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on préfère, et c'est dans notre ADN, et c'est comme ça qu'on a construit notre modèle, nous, on préfère accepter à court terme un manque à gagner plutôt que de prendre une paume. C'est un sujet qui est très important, ça, pour nous. C'est de la sémantique, mais c'est la réalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'épargne, quelle qu'elle soit, il faut réapprendre à être patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toute la technologie dont on dispose, le client final, il peut regarder tout au jour le jour. La performance à un jour. Je vous disais tout à l'heure, c'était incongru, hein, je blaguais tout à l'heure en disant, voilà, le client qui reste un jour. Évidemment, ça fait marrer tout le monde, mais on pourrait quasi regarder tous les jours son portefeuille. Là, on a fait plus 0,02, moins 0,01. L'épargne, c'est pas ça. Grégory, tu lèves le doigt si je dis une bêtise. Hein. Vraiment, je suis sous ton contrôle total. Hein. Si je dis une ânerie, tu me jettes un croissant, un truc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est pas ça l'épargne. L'épargne, c'est réapprendre aussi à être patient. Et être patient, c'est pas forcément avoir le gain le plus rapide sur une durée la plus courte. On sait tous qu'aujourd'hui, sur une durée longue, la meilleure classe d'actifs dans tous les sens, c'est les actions. Sur les 20 dernières années, ce qui a le mieux marché, c'est les actions. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas un scoop, hein, sur les 20 prochaines, ce sera aussi les actions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juste avoir un portefeuille avec du fonds en euros et des actions. Ce serait trop simple et ce n'est pas comme ça que ça marche. Les clients que vous êtes, ou les clients que je suis, on a des pondérations différentes parce qu'on n'a pas le même âge,
parce qu'on n'a pas la même situation patrimoniale, parce qu'on n'a pas la même situation professionnelle, parce qu'on n'a pas les mêmes projets, parce qu'on n'a pas les mêmes enfants, parce qu'ils n'ont pas le même âge, et ainsi de suite. Donc, de fait, ça oblige à aller chercher des choses différentes. Et aujourd'hui, la classe d'actifs la plus usitée dans le monde, c'est les obligations. Alors, pour plein de bonnes raisons. La première, évidemment, aux États-Unis et au Royaume-Uni et en Allemagne et dans tous les autres pays que la France, les plus grands gérants obligataires du monde sont dans ces pays-là. Parce que comme il n'y a pas le fonds en euros, ben évidemment, la contrepartie, c'est que ces gens-là qui achètent de la prudence, ils achètent des obligations. Intuitivement, sans rentrer trop dans le détail, une obligation, c'est moins risqué qu'une action, bien évidemment. La rentabilité attendue est moins forte aussi, mais au bout du compte, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, de fait à aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des épargnants achètent des obligations. Et c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, on est parti de zéro et on gère 700 millions d'euros pour le compte de clients particuliers ou chefs d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on a raconté, c'était assez intuitif, c'était assez simple, et surtout, au-delà de ça, ça correspondait à une évolution basique du moment dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont venus chez nous. Voilà, au-delà du fait qu'on est très sympathique, et voilà, mais parce qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était cohérent, qui correspondait à une attente, à un moment donné, qui permettait de bien travailler. Pareil pour la partie trésorerie d'entreprise. Un DAT ou un DAT, sur de jour le jour, ça rémunère entre, allez, max 0,40, entre 0 et 0,40. Nous, on a un compte à terme chez nous qui est arrivé à échéance là, début d'année. Notre banque, c'est HSBC. Donc un compte à terme, il arrive à échéance. Et le banquier nous a appelé pour dire voilà, on va le renouveler 1 an 0,11. Ça me coûte plus cher le temps passé à remplir les papiers qu'à la rémunération du compte. Donc on l'a pas fait. On est resté en cash au jour le jour. Alors après, nous, notre trésorerie longue. Alors après, on l'appelle comme on veut, longue, de précaution, stable, peu importe. Au-delà de 24 mois, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, de la même manière, on investit sur des supports comme les... Enfin, là, pour le coup, moi, je ne veux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Je n'aime pas du tout ça. Donc, je suis le gérant de trésorerie de la mienne, chaussé avec ma trésorerie à moi et mes produits de trésorerie à moi, parce que moi, je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui les gère et je sais où je vais. Et donc, de fait, on a aussi collecté beaucoup d'argent sur cette partie gestion de trésorerie d'entreprise, parce que pour la trésorerie longue, bien évidemment, ça a du sens. Alors, toute la trésorerie au quotidien, la circulante, ce que vous voulez, bon, là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Pour ceux qui veulent se baisser pour les 0,10, vous baissez pour les 0,10 ou les 0,30 ou les 0,40, faites-le, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, sur une trésorerie circulante, il n'y a pas d'autre solution. Et donc c'est pour ça que notre solution, c'est aussi déployée sur la gestion de trésorerie d'entreprise, parce que la philosophie, finalement, c'est la même. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, quand j'ai créé cette boîte, je n'avais pas identifié, en termes de moteur de croissance ou de performance, la gestion de trésorerie d'entreprise. Mon moteur de croissance, c'était les fonds en euros. Parce qu'évidemment, j'avais le relais réglementaire qui m'était sauté aux yeux en disant, évidemment, là, je vais gagner de l'argent parce que finalement, les fonds en euros vont plus pouvoir rémunérer, donc c'est super. Sur la trésorerie d'entreprise, je n'avais pas du tout idée de ça. Mais de fait, avec des taux d'emprunt d'État négatifs qu'on a vu tout à l'heure, avec des dépôts BCE à moins 0,40 et ainsi de suite, fait que les banquiers ne sont pas devenus mauvais, hein, c'est comme les assureurs. S'ils pouvaient vous donner du 2, ils vous le donneraient avec plaisir. Mais ils ne peuvent plus. Pas qu'ils veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus. Donc le monde dans lequel on est, il a radicalement changé. Et aujourd'hui, une rémunération à 0,10 ou 0,15, ça n'a pas de sens. Alors après, c'est pareil, sur la trésorerie longue, nous, on voit beaucoup de chefs d'entreprise très régulièrement, alors des gros, des petits, des moyens, mais ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question, mais elle sert à quoi cette trésorerie longue ou cette trésorerie stable? Souvent, on a un peu la même réponse, on se dit, elle sert à rien. Elle est là si demain, on a un problème. C'est vraiment une trésorerie de précaution pour dire si demain, il y a un problème particulier qu'on n'avait pas identifié ou un truc, voilà, on en a besoin, mais c'est une trésorerie qui est souvent dormante et qui va être là au-delà de 24 mois. Donc l'idée, c'est de pouvoir la rémunérer quand même. Donc même s'il y a des petites oscillations du thermomètre, comme on a vu tout à l'heure, moins 0,10 ou plus 0,10, c'est pas le sujet. C'est que quand votre entreprise va mourir, vous avez gagné 0,10 ou perdu 0,10, on s'en fiche. L'idée, c'est que, déjà, si on parle de gestion de trésorerie, c'est que vous n'êtes pas en état de mort clinique, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en bonne santé et que tout va bien. Donc de fait, entre le moment où vous allez mourir peut-être et le moment où on commence à parler de gestion de trésorerie, vous allez capitaliser quand même des coupons, des intérêts, de la rémunération, qui pourra peut-être être utile à un moment donné quand il y aura besoin de faire d'autres choses. Donc c'est là aussi où c'est ouvert devant nous un terreau de travail qui est très important, parce que évidemment la trésorerie d'entreprise, c'est un énorme sujet que les banquiers ne peuvent plus adresser. Je vais vous donner un exemple. Il faut que je termine après, parce que je suis très bavard. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé, nous, avec une banque, une des dernières banques indépendantes françaises, qui s'appelle la banque Michel Inchospé, qui est une banque qui se trouve à Biarritz. Donc c'est une banque indépendante française, détenue par la famille Inchospé depuis plein de générations. Voilà. Et donc Jean-Paul Inchospé, qui est le patron de cette banque, qui est un type que je connais bien, avec qui je m'entends très bien, nous dit voilà, écoute, faut que tu viennes, Christophe, parce que voilà, on va faire une réunion avec nos 3 plus gros clients en gestion de trésorerie d'entreprise et je voudrais que tu participes parce que j'aimerais qu'on crée quelque chose ensemble. Ok, très bien. Si on me dit qu'un jour une banque allait m'appeler pour que je vienne les aider sur la gestion de trésorerie, la classe. On arrive,
Donc je vous le fais en réel, hein, vous allez voir, c'est assez marrant. Donc on se retrouve, Jean-Paul Chospé, les 3 grands clients qui sont des grosses boîtes endémiques du Pays Basque, et moi. Et donc après les coutumes d'usage, salut, ça va, un café, naninana, on s'assoit, on se met à travailler, et le travail dure à peu près 15 secondes. Donc il dit aux 3 clients, écoutez, voilà, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que vous allez prendre votre pognon sur la trésor et vous allez vous barrer. Alors, même moi, quand je le raconte, j'ai encore un petit peu de frisson. Alors il y en a un des 3 qui ose quand même lever le doigt. Il faut dire, mais Jean-Paul, on va aller où? Mais je m'en fous. Où vous voulez. BNP, Société Générale, Crédit Agricole, où vous voulez. Mais plus chez moi. Alors, il dit, bon, partez pas trop loin quand même. La bonne nouvelle, c'était moi. Sympa. La bonne nouvelle, c'est lui. Voilà. Et donc lui, alors évidemment, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on est rentré un peu plus dans le détail, c'était directeur financier. Voilà. Et il dit, et d'ailleurs, pour ne pas être le cordonnier non plus le plus mal chaussé, ma trésor à moi, de la banque Micheline Chospé, je ne peux pas me la rémunérer non plus. J'ai pas un passe-droit pour moi, en disant, je garde l'argent pour moi. Non, non. Donc il a mis 5 millions d'euros de sa trésorerie pour dire, voilà, j'initie un véhicule spécifique avec 5 millions d'euros. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes les bienvenus. Chacun des 3 clients a mis 5 millions d'euros. On a créé un véhicule d'investissement de 20 millions d'euros. On a commencé à travailler. Ça se passe très bien. Enfin, voilà, tout est bien. Tout ça pour dire que c'est un changement radical. Ça n'existait pas avant. Donc, de nouveau, comme pour les fonds en euros sur la trésor, ça va prendre du temps. Mais c'est pas très grave. Il va falloir expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Tant pis, c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est le sens de l'histoire. Et la force du marché obligataire, pour terminer, c'est que comme c'est un contrat, avec une durée et un taux, on peut tout mesurer. On peut mesurer le risque qu'on prend. On peut mesurer vraiment tout sans aucune forme de côté discrétionnaire. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des raisonnements purement mathématiques. Il n'y a pas de peut-être que le dollar il va faire ci, peut-être que telle zone géographique c'est mieux. Non, on s'en fout. Moi, la seule question que je me pose, c'est quand j'achète une obligation Labeyrie ou Picard, est-ce que à 3 ans, à 5 ans, en fonction de la durée de vie de l'emprunt que j'achète, est-ce que cette société va me rembourser mon argent? C'est la seule question que je me pose. Le reste, je m'en fiche. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des restructurations de dette. Mais quand il y a une restructuration de dette, alors c'est le seul cas, c'est intéressant sur votre question, c'est le seul cas où on s'autorise, je l'ai dit tout à l'heure, toutes nos obligations, nous on les achète et on les porte systématiquement jusqu'au bout. Tout le temps. Le seul cas où on s'autorise à déroger à cette règle, c'est quand justement il y a une restructuration de la dette ou surtout quand une boîte est rachetée par une autre. Imaginons que je n'importe quoi, que Picard-Sargelé soit racheté par Carrefour, par exemple. Bah, finalement, le papier que j'avais acheté, Picard-Sargelé, c'est plus ça que j'ai. J'ai du papier Carrefour. Alors, peut-être Carrefour, ça me plaît. C'est pas la question. Mais si ça me plaît pas, je me dis, bah, finalement, ça sort de ce que je voulais acheter au départ. Et dans ce cas-là, bah, je m'autorise à vendre cette obligation. Tant pis. Pas aller à son terme, c'est pas très grave. C'est le seul cas où je m'autorise, parce qu'évidemment, la qualité du crédit n'est pas forcément la même. Et donc, quand il y a ces restructurations-là, effectivement, c'est le seul cas où je m'autorise à changer. Voilà, tout simplement. Exactement, exactement. Puis, alors, par exemple, si Carrefour rachète Picard, Picard, ça me rémunère entre 4 et 5, Carrefour, ça me rémunère entre 0 et 1. Vous préférez Picard? J'en étais sûr. ouais, puis il faut des congèles, hein, c'est compliqué, mais non, mais globalement, voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais ce qui est marrant, c'est que les obliques, c'est facile, et au bout du compte, c'est toujours très intuitif parce que c'est que contractuel. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, on va pas réinventer des trucs, il n'y a pas une carte blanche au gérant de je vais faire ci, je vais faire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, ça y est, j'abrège vos souffrances, c'est terminé. Voilà.